Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon exploration de la Nouvelle-Zélande. On est sur la côte ouest de South Island. Personnellement, ma région préférée en Nouvelle-Zélande. On est entre des grandes montagnes, les forêts humides et la mer de Tasman. J'ai hâte de vous montrer ça tout de suite. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau du coup dans les Westlands. Je suis arrivé à Fox Glacier ce midi. Et après avoir mangé quelques petits sandwichs, j'ai pris le chemin pour aller marcher sur Fox Glacier, le premier glacier que j'irai voir en Nouvelle-Zélande. Et puis normalement après la suite on ira à Franz Josef Glacier, mais déjà on va essayer de voir le premier. Voilà. Après une petite heure de marche dans une superbe forêt, j'aperçois mais de loin entre les arbres le Fox Glacier. Mais vraiment j'ai envie de m'approcher, tant pis s'il faut sortir du chemin. Bon, on se retrouve un peu hors des sentiers battus parce que c'est pas possible de s'approcher finalement très près du glacier. Et là si on se rend compte, je suis dans une immense vallée, c'est magnifique. Et là, on voit bien que il n'y a vraiment personne, c'est des traces de quoi ça? Je pense qu'on dirait des traces de sanglier, ou de biche peut-être. C'est à la fois extrêmement plat et en même temps tout autour entouré de falaises complètement abruptes là derrière moi, extrêmement raides. C'est vraiment surréaliste comme endroit. Bon, je crois qu'on est arrivé au plus près malheureusement du glacier, au plus près où je puisse aller, parce que après là, comme vous voyez derrière moi, il y a une rivière. Je me suis filtré un peu d'eau du glacier. Vous le voyez, elle est bien fraîche et elle a instantanément refroidi la bouteille. Après une petite pause, on va repartir au village de Fox Glacier tranquillement pour continuer le chemin, mais je vais rester encore un peu posé ici parce que l'endroit est extraordinaire. En plus, il est super bon. C'est magique comme endroit, vraiment. Après une bonne pause, je m'attarde pas trop ici, je sais que l'endroit est un peu dangereux et puis demain, le deuxième glacier m'attend. Le deuxième, c'est Franz Josef Glacier, le plus grand glacier de Nouvelle-Zélande, mais avant de pouvoir l'apercevoir, on marche pendant 3 heures sur un chemin bien sympa. C'est vraiment pas mal en vrai. Je sais pas si on se rend compte la longueur du pont suspendu là, mais il est vraiment balèze. Je crois que c'est le plus grand que j'ai fait dans une randonnée depuis que je suis là. On est sur un petit escalier à flanc de falaise et derrière on a la magnifique vue des montagnes dans les nuages. À chaque fois je suis épaté et à chaque fois il y a quelque chose de nouveau qui me surprend dans ce pays. Ça n'en finit pas. Après une marche bien glissante et bien raide, j'arrive enfin au bout sur la plateforme qui se rapproche le plus du glacier. Et il faut savoir qu'il y a 100 ans, tout le chemin que je viens de faire là, il était sous la glace, mais le glacier réduit de plus en plus chaque année.
Avant de remonter jusqu'à Greymouth pour la nuit, je fais un petit détour par Hokitika et ses gorges aux teintes bleues qui donnent l'impression que l'eau est chimique. En fait, pas du tout, c'est un phénomène présent uniquement sur cette petite portion de la rivière. C'est dû à l'eau des glaciers, à la profondeur de la rivière, mais aussi au reflet du soleil. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que depuis la plateforme de Franz Josef Glacier, je partage ma route avec Dimitri et Seb qui venaient tout juste de finir la traversée de la Nouvelle-Zélande du nord au sud à pied. Ils devaient remonter, alors du coup on a décidé de faire un petit bout de route ensemble. Et bon, je pense que vous avez compris, c'est l'occasion de prendre l'apéro devant un coucher de soleil de fou sur la mer de Tasman. Après une nuit au sommeil bien lourd, je reprends la route assez tôt en longeant la côte ouest dans un paysage qui fait vraiment partie de mes préférés de toute la Nouvelle-Zélande. Regardez ce décor de fou. On commence les visites à Punakaiki avec Seb par le Elizabeth Lookout. Le but c'est d'aller sur la pointe et de se rapprocher au plus de la falaise pour apprécier la vue. Après ça, deuxième étape, les célèbres Pancakes Rocks. Vous comprendrez tout de suite d'où viennent leurs noms, avec un temps légèrement déchaîné mais parfait pour visiter ce genre d'endroit. Ces formations rocheuses très rares, en fait, elles sont dues à un nombre énorme d'éléments distincts, et quand on les regarde de près, elles ressemblent carrément à des piles de pancakes, vous trouvez pas, non? En plus, elles sont sacrées pour le peuple maori local, et Peter Jackson a eu l'autorisation en fait de tourner quelques scènes du Seigneur des Anneaux ici, mais au-delà de tout ça, c'est juste un endroit splendide, on ressent la force de la marée à travers les vagues. Faut se dire qu'elle tape dans la falaise depuis des milliers d'années. Après avoir pas mal profité du paysage, on repart à quelques centaines de mètres de là pour aller voir une autre particularité de Punakaiki. Là les gars, on se retrouve, on est à Punakaiki Caverne. Et vraiment, là, c'est inattendu. Caverne dans la falaise, genre. Et c'est énorme en fait. Tiens, on peut apercevoir celle qui passe devant là. C'est fou. Jusqu'au bout de la brèche là. What the fuck? C'est incroyable. Caverne comme ça. Il y a vraiment une atmosphère particulière qui plane dans ce village. Pour cette première journée à Punakaiki, j'ai été plutôt gâté, mais je vous le dis, c'est vraiment que le début. Maintenant, on part se poser au camping parce que demain, on a une grosse marche qui nous attend. Après une bonne nuit, on part pour Cave Creek en passant par Pororari River, une bonne balade de 7 heures qui commence dans un délire de Jurassic Park entre la végétation subtropicale, la rivière sauvage qui est coincée entre ces deux immenses falaises, c'est vraiment dépaysant de fou.
La suite du chemin nous fait nous enfoncer dans la forêt et tomber sur des grandes failles étroites comme celle-ci, ou aussi sur des wekas qui prennent leur douche comme ça tranquillou. Ah, il va pas de moment. Non, il va être bien Et sale. Hein. Après s'être complètement enfoncé au milieu de la forêt, on arrive dans un endroit hors du temps avec une atmosphère vraiment particulière. Ici, il faut savoir qu'en 1995, 14 étudiants qui faisaient des recherches en fait sur le microclimat de la faille sont morts après un éboulement, donc c'est un endroit vraiment spécial pour les Néo-Zélandais. On profite quand même du spot incroyable pour faire une pause déj sympa avant de repartir se balader dans la fameuse faille. Tout est bon. Sur le camping, j'ai fait la rencontre de Diego et sa cousine Chiara qui m'ont proposé d'aller chercher des hameçons au marché local, puis de récupérer des moules et d'aller pêcher des anguilles dans Pororari River. Du coup, c'est parti pour faire tout ça, et en passant toujours évidemment par les merveilleuses routes de la côte ouest, on se revoit maintenant à la pêche avec nos bâtons et nos hameçons rouillés. On s'est trouvé un bon petit spot et après un peu de patience, ça a fini par mordre. Trop fou. Incroyable mec! Après cette bonne journée, on en profite pour regarder les étoiles sur la plage avec un petit feu de camp. Là, les gars, j'étais en train de rouler tranquillement et je suis tombé sur une vieille mine d'or abandonnée, une mine d'or qui a plus de 150 ans. Regardez, il y a des wagons. Et vieux pont là. Et on marche sur les rails. Les anciens rails. What? Le campement du mineur est vraiment sympa, on voit que tout est authentique, hein, vraiment. D'ailleurs, c'est encore accentué par le fait que je sois tout seul, complètement, au milieu de la jungle. C'est incroyable. Ils ont quand même pas mal exploité le truc. Je sais pas s'ils en ont trouvé beaucoup, mais... Ah. Une galerie là. Le fait que je crois qu'il y a un Weka qui est rentré dans ma voiture. Mais what? Mais sors de là! Mais... Voilà, je suis de retour encore dans des endroits paradisiaques. Je me trouve à Omahu Beach. C'est une magnifique plage entourée complètement de falaises avec des super vagues. J'ai toujours la chance qu'il fasse super beau. Et tout au bout, en fait, il y a la falaise qui est découpée, en fait, et du coup, on peut passer entre deux énormes morceaux de falaise. Donc, je vais voir si je peux aller jusqu'à là-bas. J'espère que c'est possible. On va essayer. Avant d'atteindre les falaises, il faut d'abord traverser le Omahu Wall. Avec un grand soleil comme ça, c'est vraiment idyllique. Après ce passage, on peut aller observer les falaises.
Avant de repartir au prochain campement, je pars quand même apprécier la vue au phare. Après cette petite journée, je décide de retrouver Seb qui veut faire le Great Track d'Abel Tasman, comme moi. Du coup, on prend la route ensemble pour aller vers le point de départ de la rando. Mais avant ça, on décide de faire un détour par les routes sauvages qui mènent à Karamea, où se cache un vestige du passé néo-zélandais. Un peu au sud de Karamea, se cache perdu dans la brume des montagnes humides de Kaurangi, une vieille mine de charbon. Cette mine, c'est la Denniston Coal Mine qui a ouvert en 1878 et qui, après plusieurs incendies, volontaires ou non, en vrai on sait pas, a fini par fermer en 1968. Bon, là, le poteau Seb est en train de réserver les tentes pour la grosse rando d'Abel Tasman. On est à Motueka. Et du coup, là, on part pour normalement 3 jours d'une rando qui est censée être la deuxième plus belle rando de Nouvelle-Zélande. Il faut qu'on fasse 60 km. Et après, on a un taxi-boat qui nous ramène jusqu'à Motueka. Bon, aujourd'hui, c'est un peu gris, vous voyez au-dessus de moi. Mais normalement, demain et après-demain, c'est grand soleil, donc on aura normalement une météo top. Ça s'annonce être plutôt pas mal ce qui arrive là. Ce Great Track est vraiment génial au passage, il est assez plat donc plutôt facile, mis à part certains points où vous devez descendre puis remonter des pentes qui sont bien raides si vous voulez aller voir les nombreuses baies et criques sauvages. Mais clairement, c'est le but de cette rando et comme on avance assez bien avec Seb, genre 5 km/h, on peut se permettre de faire des pauses sur toutes les plages. C'est trop bien, en plus, vous voyez, le temps il s'est carrément amélioré. Parfois, vous le savez, les images valent mieux que les mots, je vous laisse avec les meilleurs de la journée. Dites-vous bien que quasiment toutes les criques où l'on peut descendre, c'est possible de camper dessus, c'est vraiment trop bien. Après la nuit au camping, l'objectif de la journée c'est d'atteindre l'embouchure de l'Awaroa River pour y passer la nuit. Ça nous permettra de nous lever super tôt le lendemain matin pour pouvoir la traverser à marée basse sous le lever du soleil. Mais pour y arriver, on doit alterner entre une marche sous la pluie subtropicale et un temps calme et chaud, tout ça toujours avec des criques qui ressemblent au paradis. Là, on arrive sur Sandfly Bay, ça va me permettre de vous expliquer le seul et unique détestable insecte de Nouvelle-Zélande, c'est foutu Sandfly. En fait, ça ressemble à des petits moucherons, mais qui viennent par centaines, et leur particularité, en fait, c'est qu'elles se posent sur vous et qu'elles vous piquent directement. Ça vous envoie un peu des mini-décharges. Bon, c'est un peu énervant, mais ça gratte que 5 minutes, heureusement. Ah, la couleur de ce sable! Et là, ce moment-là que je suis en train de vivre, c'est vraiment les raisons qui font que j'ai envie de partir à l'aventure dans des pays inconnus comme ça. Après un peu de marche, on arrive rapidement à notre objectif du jour, pas le coin le plus moche où j'ai dormi. Comme prévu, on se lève tôt et franchement incroyable de démarrer ta journée dans une ambiance comme ça.
En fait, on n'a pas le choix de traverser à 6h du matin parce qu'en partant juste un tout petit peu plus tard, la rivière devient infranchissable, même pour nous. En étant pile à l'heure, on a dû retirer nos chaussures pour pas les tremper dès le matin. Et quand on se retourne à la fin et que c'est fini, bah c'est quand même une sacrée claque. On se retrouve à la fin de cette petite rando de 3 jours avec le bon vieux Seb. Et du coup, on va rentrer avec le bateau qui arrive juste là. Je pense qu'on en a pour au moins une petite heure de bateau pour aller retourner à la voiture et ensuite continuer le tour, cette fois-ci vers Golden Bay, prochaine étape normalement. Mais avant ça, une bonne nuit de sommeil, ça fera pas de mal. Yo, aujourd'hui on se retrouve à Farewell Spit, qui est une immense dune de sable de 20 km de long qui sépare la mer de Tasman et la Golden Bay tout au nord de l'île sud. Donc on va faire une petite marche là-bas parce que ça a l'air vraiment d'être un paysage très étonnant. Déjà là je viens d'arriver, la marée est basse, donc c'est l'immense marécage derrière moi. Pour que vous vous rendiez compte, là je vous le dis, le drone il est à 500 mètres de haut et on aperçoit vraiment tout juste le bout de la pointe. Après une petite marche, avant de faire demi-tour, j'ai voulu me poser un peu pour prendre de la hauteur. Je suis au milieu de la bande de Farewell Spit. C'est un paysage encore surréaliste et là je vais essayer de monter, ça, il y a une petite dune là. Et j'espère que d'en haut, je pense que ça va le faire. Normalement d'en haut je pourrais apercevoir et la mer de Tasman et de l'autre côté la Golden Bay. Et c'est fou, il y a personne encore quoi. J'ai l'impression d'être au milieu du désert. Il y a rien. Allez, on va monter cette petite dune. Bon, on dirait pas comme ça, mais c'est bien pentu, et au moins quand on est en haut, la vue est propre. Maintenant, je dois me rapprocher des Marlborough Sounds pour trouver un camping. En sortant de la voiture, ma frontale a fait sortir des yeux rouges dans la nuit, alors je suis allé jeter un œil et c'était bien un petit possum qui rôdait autour du campement. Bon, là les gars, c'est la nuit. Je suis dans un free camp pas très loin au sud de Christchurch, là. Et je vais vous montrer la raison pour laquelle la pire erreur que j'aurais à faire actuellement, c'est d'ouvrir même d'1 centimètre la fenêtre de ma voiture. Regardez pourquoi. Tout ça là, tout ça, que des moustiques. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Je sais que c'est fou là, mais le bruit que vous entendez, c'est les centaines de moustiques qui tapent contre la vitre au niveau de la frontale. On se retrouve un peu au nord de Havelock, donc un peu à l'est de la Golden Bay où j'étais il y a quelques jours. Donc dans les Marlborough Sounds où il y a une grande track qui est le Queen Charlotte Track. On va aller un peu se balader dans les coins. C'est des super fjords magnifiques comme vous pouvez voir derrière moi. Là je suis dans un camping somptueux vraiment. Et là c'est marrant parce que dans le camping il n'y avait personne. Je suis arrivé à la réception, il n'y avait personne. Là le camping était tellement perdu que j'ai dû faire à peu près, je sais pas, au moins 15 minutes de route dans un chemin de terre avec la voiture. J'étais pas très serein. Et même au bout d'un moment, j'étais en train de me dire mais je vais nulle part là.
Je ne savais pas comment faire demi-tour. J'ai décidé de descendre de la voiture et de continuer à pied. Et j'ai bien fait parce qu'au bout du chemin, j'ai trouvé ce camping. J'ai décidé de rester 2 nuits ici parce qu'il y a énormément de balades dans le coin à faire. Et puis c'est le coin, c'est vrai que je suis arrivé, j'ai vu ça, je me suis dit ok, bon, ça va être incroyable encore. J'ai même eu la chance de voir des restes posés au soleil dans le fjord juste devant ma voiture. Cette fois-ci, je reprends la route direction les fjords de la région de Marlborough, sur des routes bien abîmées avec des sacrés trous et des glissements de terrain pour vous emmener dans le dernier spot de cet épisode. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique vue sur le Queen Charlotte Track. Pour monter un petit mont, on fait une petite partie. Et là, je viens de me poser et vous pouvez voir ici, c'est au loin le ferry qui va jusqu'à Wellington, du coup, que je vais prendre dans quelques jours pour remonter sur l'île Nord et continuer le road trip. Et là, la vue est juste extraordinaire. On peut voir le fjord avec toutes les petites îles et puis les nuages magnifiques. Bon, on se retrouve après une petite marche au Hitwells Lookout, donc tout en haut du sommet. Et on a la vue magnifique. On est sur une portion du Queen Charlotte Track, hein, toujours. Et on a une magnifique vue. Oui, là, le petit panneau. On peut voir qu'on a combien 18 900 km de Paris. Un peu de chemin. Mais voilà, donc on est tout en haut. Magnifique vue, hein, vraiment. Bon, on se retrouve dans la queue pour prendre le ferry jusqu'à Wellington. Là. Donc le tour de l'île Sud est fini. On va embarquer, vous voyez, derrière moi par là-bas sur le ferry. Et après, il y en aura pour 2 heures pour arriver jusqu'à Wellington. Ça va être sympa. Et voilà, on se retrouve sur le bon bateau pour le coup, pour voguer direction Wellington. Puis après, on va aller se coucher parce qu'il va être tard et je suis un peu crevé.